Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité de ce soir, les cadres récemment promus au ministère de l'Information et de la Communication ont pris fonction. Tous se sont engagés à défendre les idéaux du chef de l'État dans le cadre de la refondation à suivre dans ce journal. Et puis les manuels scolaires estampillés interdits de vente inondent le marché guinéen. Pourtant, des conditions nécessaires avaient été réunies pour les mettre gratuitement à la disposition des élèves. Comment se sont-ils retrouvés en vente? Là-dessus, vous serez édifiés dans ce journal. Enfin, ouverture du laboratoire interdisciplinaire des patrimoines en sciences sociales et du master en gestion et conservation du patrimoine. C'est le fruit d'une collaboration entre l'UGLC de Sanfonia et le CIRD. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Programme Simandou 2040. Le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République de Guinée fait le point avec les cabinets KPMG, Southbridge et Rothschild. Cette deuxième réunion stratégique de cadrage du processus d'élaboration du programme Simandou 2040 a réuni plusieurs membres du gouvernement, en plus des membres du comité stratégique de suivi du projet Simandou. Omar Bari, compte rendu. Le 6 mars 2025 a marqué une autre étape importante dans l'élaboration du programme Simandou 2040 avec la tenue de la deuxième rencontre entre les cabinets internationaux KPMG, Rothschild, Southbridge et le comité stratégique de Simandou. Cette réunion, présidée par M. Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence, et président du comité stratégique de Simandou en charge de l'élaboration du programme Simandou 2040, s'inscrit dans un cadre de suivi des travaux réalisés depuis la précédente réunion de janvier 2025. Elle a permis de faire un bilan détaillé des avancées et de renforcer la dynamique autour de ce programme hautement stratégique qui vise à transformer la Guinée sur les 15 prochaines années. La réunion, qui a duré près de 7 heures, a réuni les représentants des cabinets KPMG, Rothschild et Southbridge et les responsables des départements ministériels et de l'administration publique et membres du comité stratégique, ainsi que du comité technique ad hoc. La séance a été ouverte par le président du comité, M. Djiba Diakité, qui a souligné les enjeux essentiels de la vision du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour un développement durable et responsable de la Guinée. Le programme Simandou 2040 repose sur une stratégie qui vise à la fois la croissance économique, la durabilité et la responsabilité. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir ici aujourd'hui pour cette nouvelle réunion stratégique concernant le programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. Ce programme ambitieux du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Il est important de noter que cette session constitue une étape cruciale dans la progression des travaux. Nos attentes s'articulent essentiellement pour KPMG. Nous avons besoin de faire le point des avancées concernant la deuxième phase d'élaboration du programme. Ensuite, du côté de Rothschild, nos attentes sont plutôt la présentation du rapport sur la collecte des données stratégiques, essentiellement pour la notation souveraine de la dette. Concernant Southbridge, nous aimerions mettre à profit cette réunion pour avoir les recommandations sur l'organisation du fonds. Nous avons fait le choix d'élaborer le programme dans un esprit de co-construction. Après avoir établi les objectifs clés à travers cette pliée, maintenant nous sommes en train de travailler de jour en jour pour maintenant implémenter avec un esprit de co-construction pour permettre à tout Guinéen, tous les acteurs, jusqu'à nos PME au marché que j'appelle les vendeurs de piments ou de poissons fumés, qui puissent participer à l'élaboration du programme de développement pour les 15 prochaines années.
Monsieur Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et représentant de Safbridge, a rappelé l'importance de la mise en place d'un fonds souverain bien structuré, adapté aux réalités guinéennes et dont la gouvernance doit être alignée sur les standards internationaux et irréprochables pour garantir le succès du programme. Il a également proposé des recommandations concernant la question d'investissement du fonds et l'établissement des textes juridiques nécessaires à sa mise en place. Des échanges fructueux ont permis au président du comité stratégique, M. Djiba Diakité, et aux membres du comité de mieux appréhender les aspects techniques et les contraintes structurelles relatifs à la mise en place du fonds souverain qui serviront de levier pour le financement du programme de développement Simandou 2040. Dans l'expérience des fonds souverains, c'est une dimension qui manque, la dimension relation avec les communautés, relation avec les petites entreprises. Il se trouve que ce qui nous a frappé en Guinée, c'est que déjà il y a des engagements, même un peu chiffrés, sur le capital humain et le fait qu'il y a une dimension qui n'est pas que de soutenir des projets industriels ou d'infrastructures, il y a aussi une dimension sociale. Ces qualifications, parce que, vous voyez, les qualifications humaines, c'est assez simple. Il faut des gens qui s'occupent de back-office, c'est-à-dire des gens qui sont capables de faire mouvementer des fonds. Bon. Ou d'ailleurs aller collecter des fonds au-delà même des ressources nationales si on décide d'aller sur les marchés. Bon. Et puis il y a des gens qui sont en front office, qui sont ceux qui vont être des experts de l'investissement, des experts de conduite de projet. Par ailleurs, je dois vous rendre cet hommage que l'expérience monétaire, la politique monétaire de la Guinée intrigue et impressionne toute l'Afrique en ce moment. C'est-à-dire que parmi les monnaies d'Afrique, celles qui s'apprécient parce qu'on a une bien meilleure organisation des flux de fonds, notamment des devises, pour un pays qui est un des rares pays à avoir, grosso modo, les meilleurs indicateurs macroéconomiques, puisque ni endettement excessif, ni déficit budgétaire non responsable, enfin, cela intrigue, c'est un peu nouveau, et cela impressionne, parce que c'est très rare. La Guinée a encore le luxe d'être le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Elle a encore des forêts vous êtes le pays le moins dévasté. Néanmoins, il y a des sujets de fertilité du sol sur lesquels on peut faire en biochar et autres des programmes actifs et d'ailleurs rémunérés par des crédits carbone qui sont les plus chers sur les marchés de crédit carbone. La Guinée est la vitrine de la décarbonation, de l'exploitation la plus durable de la forêt et de la protection des réserves d'eau de l'ensemble de la région. Et d'une certaine manière, quand on est au moment où on va mobiliser beaucoup d'activités minières et d'industrialisation, parce qu'on en a besoin pour le financement, et on en a besoin pour l'emploi. C'est très important qu'il y ait un pendant qui soit environnemental, et vous avez autant de richesses environnementales que minières. Après l'intervention de Lionel Zinsou, les discussions ont continué avec Axel de Rothschild, qui a abordé la question cruciale de la notation souveraine. Ce processus est fondamental pour améliorer la perception de l'économie guinéenne sur les marchés financiers, ce qui facilitera la mise en œuvre effective du programme Simandou 2040. Rothschild a présenté un chronogramme détaillé et rigoureux visant à préparer la Guinée à obtenir une notation souveraine favorable. Ce point est déterminant pour attirer les investissements nécessaires au financement du programme stratégique Simandou 2040, a-t-il poursuivi,
incitant les départements sectoriels concernés à poursuivre leurs efforts pour initier ce processus et le mener à bien dans les meilleures conditions possibles. Où en sommes-nous aujourd'hui et que reste-t-il à accomplir pour se doter de la notation ? On est actuellement dans la phase de collecte de données qu'on a bien avancé puisqu'on a reçu de la part de cette équipe projet un ensemble de données et d'informations stratégiques très utiles. Nous avons tout de même lancé tout le travail préparatoire d'élaboration des documents supports qui vont être utiles dans la phase 2 de présentation aux agences. On n'aura pas le résultat de la notation avant tout le processus. Donc il s'agira de choisir une agence avant de savoir le résultat, bien sûr, du processus de notation. Donc on vous guidera là-dedans, sur la base de notre expérience, de nos missions de conseil sur des problématiques similaires pour d'autres pays de la région, pour faire les meilleures recommandations possibles sur le choix d'une ou plusieurs agences. La constitution de l'équipe projet, c'est chose faite et c'est une très bonne nouvelle. La collecte des informations et données, on y travaille, on est à peu près à 80%. Il nous reste quelques données à collecter et on va continuer le travail là-dessus. Le cabinet KPMG, représenté par Meissa Tall, a pris la parole pour présenter l'avancement du programme avec un accent particulier sur la deuxième phase de l'élaboration du programme et la structuration des projets et l'importance du capital humain dans la réussite de Simandou 2040. Selon lui, les ateliers sectoriels déjà organisés par KPMG avec les acteurs du secteur privé et les cadres de l'administration ont permis d'identifier une 50aine de projets phares dans le cadre de Simandou 2040. KPMG a également mis l'accent sur la nécessité de renforcer l'administration publique, un élément central pour la bonne mise en œuvre du programme Simandou 2040. On est en plein phase 2. Cette phase 2 nous permet effectivement d'identifier les projets, les réformes, et après effectivement de les chiffrer. Le chiffrage nous permettra de définir le volume d'investissement pour pouvoir allouer ces investissements-là qui seront réalisés à la fois par l'État, mais aussi par le secteur privé. Et ce qui sera sur l'État, qu'est-ce qui va être fait via fonds, qu'est-ce qui doit être fait en PPP, qu'est-ce qui va faire au niveau du budget de l'État. Donc on a organisé à peu près 15 ateliers, donc c'est les ateliers 1. Donc l'objectif de ces ateliers 1, c'est effectivement de passer en revue le secteur. Donc on en a fait sur les mines, on en a fait sur l'agriculture, l'industrie. Je ne vais pas citer toute la liste. Donc aujourd'hui, le schéma stratégique complet, c'est effectivement ce programme Simandou 2040 pour une nation prospère et équitable d'ici 2040, avec une grande responsabilité et une durabilité. On a validé le fait qu'on a deux types de croissance, à la fois économie de ressources et économie de destination, qui sont en complète cohérence avec les 5 piliers. L'objectif étant effectivement d'avoir une économie où le capital humain et l'excellence sont au cœur de la vision. Cette réunion a permis de clarifier plusieurs aspects techniques et stratégiques de Simandou 2040, portés par le président de la République et le général Mamadi Doumbouya. Les interventions des cabinets ont été l'occasion d'approfondir les discussions sur la gouvernance du fonds souverain, la collecte des données stratégiques pour la notation souveraine et la validation des projets structurants du programme. Le ministre directeur de cabinet de la présidence et également président du comité stratégique de Simandou, en charge de l'élaboration du programme Simandou 2040, Djiba Diakité, a exprimé sa satisfaction concernant l'avancement des travaux et a insisté sur l'importance de poursuivre les efforts pour finaliser la mise en place du fonds et des étapes nécessaires à la réussite de ce programme. Nous voyons au quotidien l'appropriation du programme par l'administration. Donc le changement, c'est d'abord l'État, ensuite la population va suivre. Et ça, je pense que c'est la conviction partagée également avec le chef de l'État aujourd'hui. Donc il faudrait que nous puissions ramener le changement de l'état d'esprit du développement d'abord au niveau de l'administration publique, parce que c'est nous qui devons d'abord changer de mentalité, changer d'approche. Et puis, le programme Simandou 2040, nous mettons le capital humain au cœur de ce programme, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence général Mamadi Doumbouya, parce que notre conviction est claire, c'est que la garantie de notre souveraineté, c'est le capital humain à travers l'éducation et la culture. Donc nous sommes vraiment
très satisfait de ce rendu qui est fait ici et je pense que les jours à venir, les travaux vont continuer. Nous espérons d'ici la fin de l'année que le premier train va siffler. Mais le programme Simandou 2040 est aussi de jour en jour en train de devenir une réalité. Ça passe par un travail structuré dans un esprit de co-construction tel que nous sommes en train de le faire ici, impliquer toutes les couches de la nation. Je disais que pour nous, à titre personnel, que le PME, c'est notre bonne maman qui vend le piment au marché ou celle qui vend les beignets. On les appelle souvent économie informelle, mais pour nous, c'est juste de l'économie non structurée qu'il faut structurer et en faire un vrai levier de la machine économique du pays. Donc je note à ce stade, clairement, pour nous, nous validons sous réserve de pouvoir intégrer les différentes contributions. Et puis, l'autre étape, c'est que nous allons affiner les réflexions au sein du comité stratégique, comité ad hoc qui nous accompagne également avec les grands hauts cadres techniciens de l'administration pour statuer rapidement et puis apporter des éléments de réponse sur des sujets qui méritent aujourd'hui de pouvoir un peu affiner les réflexions. En définitive, cette deuxième rencontre stratégique a constitué un moment clé pour évaluer les progrès réalisés et ajuster les stratégies afin d'assurer le succès de Simandou 2040. Le comité stratégique de Simandou, avec le soutien des cabinets internationaux, poursuit ainsi la mise en œuvre de la vision ambitieuse pour le développement durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années, sous la conduite éclairée du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, avec KPMG, c'était de faire l'état des recommandations qui a été faites au cours de la première réunion. Donc, ils nous ont vraiment expliqué cela. Et au-delà de cela, depuis le 23 janvier dernier, il y a eu des ateliers. À peu près 15 ateliers ont été déjà faits. L'objectif principal, c'est l'élaboration des projets et des réformes. Donc, c'était de valider ces projets, les réformes, mais aussi les quantifier. C'est l'occasion toujours de marteler la différence entre le projet Simandou, qui est un projet minier, c'est-à-dire composé de 2 mines, le bloc 1 et 2, opéré par WCS, les blocs 3 et 4 opérés par Rio Tinto Simfer, un chemin de fer de 650 km, un port et une aciérie. Donc ça fait les 4 composantes du projet Simandou. Ça, c'est le projet intégré mine infrastructure. Tandis que le programme Simandou, c'est la vision du président de la République de mettre en place un programme de développement pour le pays pour les 15 prochaines années. Le nom Simandou a été utilisé pour capitaliser sur le succès, de mon point de vue, du projet Simandou. Et ce programme Simandou a 5 piliers. Nous sortons de la réunion avec les conseils de l'État pour que le pays soit un pays émergent et qui investit sur le capital humain. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il est prévu qu'une partie des revenus du projet sont investis pour donner des bourses d'études aux enfants guinéens de toutes les préfectures pour aller étudier à l'étranger. Dans le cadre de fonds souverains, il faut retenir que c'est une caisse de stabilisation. C'est une constitution de provision, puisque les ressources minières vont s'épuiser. Il faut que nous puissions anticiper sur l'épuisement des ressources minières. C'est ce qui explique la création d'un fonds souverain qui va être un fonds d'investissement, qui va être un fonds de développement et qui va être un fonds d'épargne intergénérationnel. C'est pour vous dire combien de fois la vision du chef d'État va au-delà d'une simple exploitation minière. Dans ce processus, vous devrez savoir que tout ce qu'on est en train de faire n'aura pas de sens si on n'a pas une bonne gouvernance macroéconomique. Et cette gouvernance macroéconomique passe par la maîtrise des finances publiques. Et la maîtrise des finances publiques signifie des niveaux de déficit soutenables avec notre niveau de développement, mais également une exécution efficace des dépenses de l'État, mais aussi une mobilisation des recettes internes de la nation. Donc,
le rôle du ministère du Budget est fondamental dans ce processus. Dans le cadre du programme Simandou 2040, comme vous le savez, 5 piliers ont été identifiés. Conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, la Guinée concilie son développement économique avec la préservation de l'environnement et la responsabilité sociale. C'est dans ce cadre que, dans ce programme de développement économique, les questions de préservation environnementale sont pleinement prises en compte. Et cela pour protéger également les générations futures. La question effectivement de l'administration publique a été largement débattue parce que comme vous le constatez, un programme de développement, l'administration publique reste au centre de ça. Et en tant que ministre de la fonction publique, nous avons aujourd'hui une position très confortée qui est la problématique de la gouvernance, la réforme de l'administration publique pour que l'administration marche sur un paradigme qui permette de répondre parfaitement aux enjeux que vont aborder le programme. Le ministère de l'Habitat aura un grand rôle à jouer, à savoir le désenclavement non seulement d'abord des quartiers précaires, la réalisation d'un certain nombre de voiries qui facilitera la mobilité des citoyens, donc qui permettra d'améliorer la fluidité de la circulation, gage d'une bonne économie locale, mais aussi la réalisation à l'horizon 2040 de 50 000 logements par an, afin de non seulement absorber le déficit de logement que nous avons aujourd'hui, mais permettre également aux Guinéens vivant dans les ménages à faible revenu de pouvoir se doter d'un toit décent. L'autre élément, c'est la sécurisation foncière. Aujourd'hui déjà, nous avons anticipé sur cela. Le ministère de l'Urbanisme, avec l'appui du chef de l'État, a mis en place un programme de sécurisation et de digitalisation du cadastre foncier qui est en cours et qui a permis aujourd'hui déjà de faire un travail remarquable sur le corridor du projet Simandou allant de Beila à Forêt-Caria, où nous avons quand même procédé à la sécurisation de toutes les réserves foncières de l'État. La Guinée s'engage résolument vers un avenir de prospérité et Simandou 2040 en constitue le schéma directeur pour un développement durable, responsable et inclusif au bénéfice du peuple souverain de Guinée. À New York, des mécanismes nationaux pour l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes étaient au centre d'un échange entre les ministres de la promotion des femmes. Une occasion de décliner les avancées dans la promotion de l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes dans les pays membres de l'ONU. Mohamed de Camara est notre envoyé spécial. Au cours des travaux de la 69e session sur la condition des femmes, ici au siège des Nations Unies à New York, des communications des ministres sont axées sur le renforcement des mécanismes nationaux pour l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes. Consciente des enjeux cruciaux liés à l'égalité du genre et à l'autonomisation des femmes, la République de Guinée a créé et rendu opérationnel des mécanismes ambitieux au cours des dernières années. Les autorités du pays, sous le leadership du président de la République, ont renforcé les dispositifs existants et en ont initié d'autres. Au plan institutionnel, le renforcement des attributions de la Direction nationale dédiée exclusivement à la promotion des femmes et au genre, la création et l'opérationnalisation d'un fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles, l'adoption de la politique nationale genre 3 en qualité de référentiel des interventions à l'échelle nationale, le renforcement des attributions des services genre et équité au sein de tous les départements ministériels, la mise en place du Conseil national des femmes qui fédère l'ensemble des organisations de la société civile, les groupements et coopératives de femmes. Au plan programmatique, le démarrage des opérations de financement des organisations et micro-entreprises réunies sous forme de dons et prêts suivant le niveau de vulnérabilité. Pour les autorités du pays, garantir l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes, c'est encourager le développement socio-économique du pays. Je voudrais mentionner que l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes ne sont pas seulement des impératifs moraux, mais aussi les conditions essentielles au développement durable et inclusif de notre pays. La délégation guinéenne, à travers cette déclaration, a réitéré son engagement à promouvoir davantage des questions de l'égalité du genre et de l'autonomisation économique des femmes.
Dans l'actualité encore, l'ambassadeur de Guinée au Bénin présente ses lettres de créance au président Patrice Talon. Ils ont par la suite eu un échange axé sur le renforcement des axes de coopération entre Conakry et Cotonou. Les détails dans ce reportage de Mamadou Saliouba. Entre ces deux pays existe une coopération vieille de plusieurs décennies. Une coopération que se propose de réactualiser l'ambassadeur Siaka Sissoko. Le diplomate guinéen entre officiellement en fonction auprès du président Patrice Talon avant de lui transmettre les salutations de son homologue, le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État. La cérémonie a donné lieu à un tête-à-tête au cours duquel le président béninois a réaffirmé son engagement à renforcer sa coopération bilatérale avec Conakry. D'abord, nous avons réitéré les relations historiques d'amitié et de fraternité entre nos deux pays. Et ensuite, nous avons évoqué les différentes pistes. Disons, on a déjà une coopération, mais comment raffermir les relations de coopération que nous avons déjà entre nos deux pays dans divers domaines, notamment dans le domaine de l'éducation, l'enseignement supérieur, à travers des programmes d'échange interuniversitaires. Nous avons également évoqué la nécessité de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité. Plus de 1000 Guinéens vivent au Bénin. L'ambassadeur Siaka Sissoko a prévu de les rencontrer dans les prochains jours pour les écouter et les exhorter à s'engager pour leur pays. Diplômé de l'Institut de politique et de gestion du développement de l'Université d'Anvers en Belgique, le diplomate guinéen a 3 pays sous sa juridiction, le Nigeria, le Tchad et le Bénin. Il est également le représentant permanent de la Guinée auprès de la CEDEAO. Les cadres récemment promus au ministère de l'Information et de la Communication ont pris fonction ce lundi. Tous ont remercié le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour le choix porté sur leur personne avant de s'engager à servir conformément à la vision de développement du CNRD. Amadou Baïlobari. Dans un décret rendu public le 14 mars 2025, plusieurs cadres ont été nommés à des postes de responsabilité au ministère de l'Information et de la Communication. L'installation de ces cadres promus a eu lieu ce lundi 17 mars dans la grande salle de production de la RTG Coleman. Remerciant le chef de l'État pour la confiance qu'il a placée en eux, ces premiers expriment leur détermination à bien accomplir la mission qui leur est assignée. Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, qu'il en soit vivement remercié pour la confiance placée en ma modeste personne. Je voudrais remercier M. Fana Souma, ministre de l'Information et de la Communication, pour la confiance renouvelée et pour la longue collaboration fraternelle qu'il trouve en ces mots le témoignage de ma profonde gratitude. Les nouvelles charges que je suis appelé à assumer désormais nécessitent le soutien et l'accompagnement de tous. Je tiens tout d'abord à exprimer mes remerciements les plus sincères à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour avoir accepté d'entériner le choix porté sur ma modeste personne par Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication, qui m'a plébiscité dans son cabinet en qualité de conseiller juridique, en département aussi stratégique, complexe mais très sensible, surtout en cette période de transition. De part et d'autre, mettre la politique de développement socio-économique prônée par le CNRD en exergue définit la dynamique des gestions administratives des promis. Pour ceux qui arrivent, je vous demande d'accueillir cette mission avec humilité. Ceux qui sont confirmés, si vous avez été confirmés, c'est parce que on estime que le travail que vous avez fait jusqu'ici est un travail correct. Sinon, on ne vous aurait pas demandé de rester là. On vous aurait peut-être tout simplement remercié. Vous avez été confirmés dans vos places. Certains se sont déplacés. Ça veut dire que le président de la République et le ministre de l'Information vous font encore confiance. Cette confiance-là,
Vous devez continuer à la mériter en faisant en sorte que la disponibilité et le professionnalisme dont vous faisiez preuve dans vos directions précédentes, que vous pouvez faire exactement la même chose. Ces promis prennent fonction dans un contexte où le ministère de l'Information et de la Communication a enclenché d'importants projets pour répondre aux aspirations des populations. Nous poursuivons cette édition. La première promotion du certificat technique du second degré vient de boucler la formation en mécanique et conduite automobile des armées, composée d'un personnel masculin et féminin. Cette promotion de 78 stagiaires est désormais prête à assumer les fonctions de chef de peloton de transport. Adjudant-chef Omar Camara, correspondant de la presse militaire. C'est une cérémonie de remise de diplôme. Elle marque le couronnement de 4 mois d'intense activité au centre de formation de conduite mécanique et auto des armées. Aujourd'hui, ces chefs d'atelier et chefs de peloton reçoivent leur certificat technique du second degré CTD train, un renforcement des capacités dans l'utilisation optimale des engins roulants de l'armée. Ce stage a été initié par les autorités militaires en vue de la qualification et de la capacité opérationnelle du train. Les armements et les engins roulants au sein des armées constituent leur principale puissance de combat et nul n'ignore les efforts que fournissent les autorités pour l'obtention, l'entretien et la remise en état opérationnel des engins roulants. Venus des unités de l'armée de terre, air et mer et du haut commandement de la gendarmerie nationale, ces conducteurs et mécaniciens désormais formés et certifiés sont aptes à remplir leur mission au quotidien. En conduisant, tu dois respecter les codes de la route. Et en maintenance, tu ne peux pas conduire un engin sans connaître son but et sa portée. En cas de panne, je vais arriver à dépanner mon engin. Le chef de corps du bataillon spécial de Conakry a exhorté les récipiendaires à faire preuve de discipline, de rigueur et de professionnalisme dans la conduite et le maintien en condition opérationnelle des engins de l'armée. Depuis l'avènement de CNRD le 5 septembre 2021, le gouvernement guinéen a mis beaucoup d'engins de la dernière génération à la disposition de la direction du train et garage. Les stagiaires qui sont devant nous, c'est avec une confiance méritée, avec une discipline et un courage, ils ont pu suivre le stage durant les 4 mois. Je suis convaincu que la discipline, les compétences techniques que vous avez acquis font désormais de vous des atouts pour notre armée. Mais cette formation ne marque pas la fin de votre apprentissage. Elle est le point de départ d'une mission, celle de mettre en pratique des acquis. La fin de la cérémonie a été marquée par l'inauguration d'un monument symbolisant le passage de cette promotion dans ce temple du savoir. Lancement des travaux de rénovation du bureau de la trésorerie régionale de Bokeh. L'activité a mobilisé plusieurs cadres des impôts et autorités régionales. Une initiative du ministère de l'économie et des finances pour améliorer les conditions de travail des agents affectés dans la localité, aussi sécuriser les recettes. La suite avec Younous Atawel Kamara. Voici le bâtiment qui désormais va abriter la direction régionale des impôts de Bokeh. La maison sera entièrement rénovée et équipée pour permettre aux cadres de cette direction de travailler dans de bonnes conditions en vue de la sécurisation des recettes des impôts. L'objectif principal, c'est d'élargir l'assiette mieux afin d'optimiser les recettes fiscales. Et ce projet est entièrement financé par le projet Amric et avec la participation de l'Union européenne et l'AFD par Expertise France. Je suis très satisfaite au nom de Monsieur le Gouverneur d'assister ce matin à la mise à disposition de ce domaine à la Direction générale des impôts de Guinée pour une rénovation et créer les meilleures conditions de travail au cadre des impôts. Cet édifice, une fois rénové, sera composé de plusieurs compartiments, des bureaux et le logement du trésorier. Une source de motivation
pour les cadres dans l'accomplissement de leurs tâches dans la région de Boké. Au nom de l'AFD, nous sommes vraiment contents ce matin d'être là et nous pensons que dans 5 mois, nous pouvons être là pour la réception de ce CIM rénové avec tout le confort qu'il faut pour les agents du CIM. Le coût de réalisation de ce bâtiment est de 260 000 €. Il est financé par le projet d'appui à la mobilisation des ressources intérieures et corps de contrôle America. Protection des écosystèmes avec le projet Natura Guinée financé par l'Union européenne. Lancé il y a une année, le projet fait déjà ses comptes à mi-parcours à travers une rencontre qui a réuni les parties prenantes pour un premier bilan. La suite avec Mamadou Alpha Baldé. Un an après le lancement de ses activités à travers le pays, le projet Natura Guinée fait le point sur les actions réalisées et celles en cours. L'ensemble des acteurs impliqués se concertent. Les premiers résultats déjà visibles sur le terrain sont communiqués. Les résultats du projet sont perceptibles déjà. Notamment, on peut citer l'accroissement rapide des capacités de la Brigade nationale de lutte contre la criminalité faunique et floristique, qui connaît une montée en puissance depuis son opérationnalisation, avec un nombre record en 2024 de cas de fraude arrêtés et de dossiers en justice. Un an après la mise en œuvre du projet, il est temps d'évaluer l'impact sur 2 zones clés de Natura Guinée, le parc du Badiar et le Pinceli Soya Saboya. Des patrouilles de surveillance à la lutte contre la coupe illicite de bois ont permis, avec les agents de l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune et ceux de la Brigade nationale, la saisie de 25 machines d'orpaillage, 11 tronçonneuses, des fusils de chasse et plus de 2000 madriers dans les aires protégées du parc national du Badiar et le futur parc Pinceli Soya Saboya. Par exemple, il y a eu plusieurs saisies d'exploitation des bois illégales. Et du côté des Pinceli Soya, il y a eu la production de 5000 litres de miel ainsi que la mise en place de foyers améliorés sur plus de 300 ménages. A rappeler que plus de 10 000 personnes, dont environ 5 000 femmes, ont bénéficié de formations comme celle-là portant sur la gestion des parcs nationaux, des pratiques agroécologiques et de gestion des feux de brousse. Et puis cette bonne nouvelle pour les acteurs de la filière manioc à Cancan. Plusieurs usines de transformation sortiront bientôt de terre. Sur le terrain, une visite guidée est organisée à Mandiana et Siguiri pour retenir de potentiels sites. L'initiative est portée par la Société coopérative ouvrière de développement agroalimentaire et artisanal en collaboration avec le ministère du Commerce, n'est-ce pas Diamankaba? Dans la savane guinéenne, plusieurs sites sont choisis pour abriter des plateformes de transformation du manioc, du maïs, du soja et d'autres produits alimentaires. Après les études de faisabilité, l'heure est à la validation des sites avant le démarrage des travaux dans les communes rurales de Sokuruba, dans Mandiana, et de Nyandankura, dans Sigiri. C'est une lueur d'espoir pour intensifier la chaîne de valeur des différentes filières agricoles. Ce projet va transformer cette zone en un véritable pôle industriel agroalimentaire, créant ainsi des milliers d'emplois directs et indirects, au minimum 30 000 emplois. Chaque producteur affilié bénéficiera d'un préfinancement complet, semences, intrants, matériel agricole, formation technique et digitalisation de la production. Notre mission va être de sorte que les producteurs se mobilisent pour que la matière première qui est demandée par l'usine soit destinée à l'usine à temps et au moment. Derrière cette révolution, la Société coopérative ouvrière de développement agroalimentaire et artisanal, en partenariat avec le Fonds pour le développement industriel des PME, engagé à créer des opportunités. Partout, ces unités qui affichent déjà leur ambition comptent également booster l'économie et la vitalité locale. Quant à la direction préfectorale de l'agriculture et de l'élevage, nous ferons notre mieux de sensibiliser les producteurs. En révalorisant le consommé guinéen, l'accent est mis sur la garantie de la sécurité alimentaire
et la promotion de l'amélioration de toutes ces filières agricoles pour permettre aux paysans d'avoir des activités génératrices de revenus et une volonté politique vivement saluée pour passer à l'industrialisation des spéculations de la savane, comme le manioc. L'actualité, c'est aussi cette conférence de presse sur les violences basées sur le genre à l'occasion du mois de la femme. Ces femmes venues de 22 quartiers de la commune de Matoto ont été réunies par l'ONG Rainbow Guinée avec pour thème « Pour toute survivante, droit d'accès aux soins et à la justice ». Reportage Nabila Moussa Kamara, Morlaï Soma. Les violences faites aux femmes demeurent un problème mondial. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. Pour toute survivante, droit d'accès aux soins et à la justice, c'est le thème de la conférence de presse organisée par l'ONG Initiative Rainbow Guinée pour célébrer le mois de la femme. Cette conférence est sensibilisée au maximum sur dire aux femmes, si une femme est victime de quoi que ce soit, d'une violence, quoi que ce soit, a droit à accès aux soins. La femme a droit à la justice. Beaucoup de choses se passent dans notre société guinéenne. On ne rapporte pas, on résout ça dans la famille. La commune, nous avons mis ce local à leur disposition et tous les accompagnements possibles. Et nous serons là aussi pour appuyer toutes les structures de femmes et créer dans notre commune pour les accompagner afin qu'elles puissent pleinement jouer leur rôle. Les conséquences de ces violences ne sont pas seulement physiques, mais également psychologiques, rendant crucial l'accès à des soins adaptés et à un système judiciaire efficace. À l'occasion, la troupe Benkadi a présenté une scénette axée sur l'accès aux soins et à la justice pour les victimes des VBG. Adama Denis Diaby est militante des droits des femmes. Elle a partagé ses expériences et ses réflexions avec les participants. À travers la conférence, toutes les femmes ici présentes, on a beaucoup appris sur les violences basées sur les femmes. Nous savons maintenant quels sont nos droits au sein de la société et quelles sont nos réclamations. La rencontre a été un appel à l'action pour que chaque femme survivante puisse bénéficier de ses droits fondamentaux. C'est la Fondation Pierre Fabré qui finance les actions de cette ONG. Santé pour tous, le gouvernement guinéen en fait une priorité. Le CHU Donka, par exemple, s'engage à prendre en charge des malades, quelle que soit leur situation financière. C'est une façon de matérialiser la volonté du chef de l'État, qui est de renforcer le social pour le bien-être de chaque Guinéen. Kernos Mandiello nous en dit plus. Rénové pour offrir des soins de qualité aux populations, le CHU Donka développe un important volet social dans la prise en charge des patients. Certains cas sont directement pris en charge par l'hôpital afin de garantir à tous le droit à la santé. Quelles que soient les difficultés financières, les patients doivent bénéficier de soins. C'est la philosophie actuelle du CHU Donka conformément à la volonté du président de la République, général Mamadi Doumbouya. Illustration de cet engagement avec la petite Mélissa qui a longtemps souffert de problèmes de peau et qui a bénéficié d'une prise en charge complète par le CHU Donka. Ma maladie a commencé à l'âge de 4 ans. Je marchais sur mes talons. Chaque fois que je tombais à l'école, je tombais. Les gales sont sortis sur moi, sur ma peau. Je grattais mon corps. Parfois, ça crée des plaies. On faisait des piqûres, mais les piqûres là n'ont rien fait aussi. On a fait des médicaments traditionnels. Je remercie beaucoup tous les gens qui ont aidé, les docteurs. Ils prennent bien soin de moi. Depuis que je suis venue ici, ils me surveillent 24 heures sur 24. Les prises en charge gratuites qu'effectue le CHU Donka apparaissent aussi dans le cadre de missions médicales ou récemment avec les pêcheurs victimes de brûlures chimiques en mer. Selon l'urgence ou le degré de vulnérabilité, le dispositif est actionné pour sauver des vies à la charge du CHU Donka. Parfois, les spécialistes manquent et donc quand les gens entendent parler d'une mission, ils nous demandent de participer, de se faire opérer avec cette mission, nous l'acceptons. Nous sommes un hôpital public qui donne des soins à l'ensemble des Guinéens et c'est notre objectif de rendre le système de santé guinéen autonome.
Pour donner une dimension plus importante au volet social dans la prise en charge des patients, le Fonds de développement social et de l'indigence est aussi présent. Une conjugaison d'efforts qui permet aujourd'hui de venir en aide aux démunis en leur apportant des soins de qualité. Vous avez certainement dû faire le constat. Les manuels scolaires estampillés interdits de vente inondent le marché guinéen. Ces matériels didactiques sont pourtant offerts gratuitement aux élèves par le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation à travers l'Institut national de recherche et d'action pédagogique. La question qui se pose est de savoir comment se sont-ils retrouvés sur le marché. Élément de réponse dans ce grand format de Mamadou Saliouba. Suivez. Derrière cette influence au grand marché de Madina, cet espace de vente des fournitures scolaires. Ici, des livres, des romans et même des manuels estampillés interdits de vente sont exposés sur les rayons. Question, comment ces outils didactiques destinés gratuitement aux élèves se sont retrouvés sur le marché? Ici, personne ne souhaite parler devant notre caméra. Pire, pendant le tournage, nous avons été interrompus à plusieurs reprises, bien que nous ayons eu l'autorisation avant de déclencher la caméra. Faute de répondants sur place, nous avons promené notre micro dans la rue. Sur la question, chacun y va de son commentaire. Nous constatons tous ces écrits interdits de vente et que les gens n'arrêtent pas de le vendre. Et la même question dont moi aussi je me poserai à chaque fois, c'est de savoir pourquoi nous retrouvons ces documents dont l'État donne aux gens afin qu'ils puissent en bénéficier et qu'on les retrouve dans le marché à titre payant. L'État fait ces livres-là pour les parents d'élèves qui n'ont pas de moyens, juste pour les aider et pour aider les enfants aussi à avoir comme les autres. Ces manuels sont mis gratuitement à la disposition des écoles par le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation à travers l'Institut national de recherche et d'action pédagogique, UNRAP. Sur place, on a une toute autre idée de la vente de ces manuels scolaires. Nous sommes conscients qu'il y a aujourd'hui des commerçants véreux qui reproduisent ces manuels-là et puis qui les vendent sur le marché parallèle. Ça existe. On n'a pas de preuve que ce sont nos manuels distribués par les soumissions retenus au niveau des écoles qui sont revendus sur le marché parallèle, mais on a la forte conviction qu'il y a des personnes qui piratent les ouvrages scolaires et qui les revendent sur le marché parallèle. Sinon, imaginez que ça peut arriver que l'État ne commande pas de manuels pendant quelques années, mais vous pouvez trouver des manuels neufs sur le marché parallèle. Ça vient d'où? Durant notre reportage, des syndicalistes et autres acteurs de l'éducation qui disent avoir mené des investigations sur le sujet nous ont promis des révélations avant de se rétracter sans donner des motifs. Face à leur désistement, nous sommes allés à la direction communale de l'éducation de Matoto. Dans cette grande commune de Conakry, on soutient que tout est mis en place pour que ces manuels arrivent aux destinataires. Moi, la distribution des manuels chez moi, c'est une équipe à travers le chargé du matériel et il y a ce qu'on appelle les partenaires sociaux qui viennent toujours s'associer pour voir comment la répartition elle est faite pour que chacun soit bien édifié. La vente des manuels scolaires destinés gratuitement aux élèves est une pratique ancienne sur les marchés de Conakry et de l'intérieur du pays. Au ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, on observe impuissant la commercialisation des livres destinés aux élèves. Lors de son passage dans l'émission On fait le point de la télévision nationale, le chef du département s'est contenté d'une dénonciation formelle de la pratique. C'est un gros trafic, hein. C'est pas c'est pas 2-3 individus qui, c'est un réseau. C'est un réseau, c'est beaucoup d'argent, mais les services compétents
travaillent effectivement à pouvoir petit à petit, comme ils l'ont fait pour les médicaments illicites, ils sont en train de le faire aussi pour les manuels scolaires et tout ça. Pour les commandes faites pour l'année dernière et cette année ne sont pas des grosses commandes. Et s'il faut encore détourner cela pour le marché parallèle, tu vois ce que ça fait. Mais nous sommes conscients d'une chose, moi je n'ai pas des éléments de preuve pour dire qu'un DPE, un DCE revend ses ouvrages. Je n'ai pas d'éléments de preuve, mais j'ai la forte conviction qu'il y a des personnes qui se débrouillent avec ça, qui les reproduisent et puis qui les mettent sur le marché parallèle. En attendant une réelle volonté pour mettre fin à la vente des manuels scolaires destinés gratuitement aux élèves, ces livres continuent d'inonder les marchés du pays au su et au vu de tous, mais surtout au détriment des élèves et du système éducatif guinéen. A préciser que c'est le premier élément de l'enquête consacrée à la vente des manuels scolaires estampillés. Vous serez informés progressivement de la suite. Dans l'actualité, toujours une rupture collective a été organisée à Lansanaya par le mouvement Un pour tous, tous pour un. C'était aussi l'occasion de prier pour la paix, la stabilité, le développement en Guinée. Fodé Camara, Aboubakar Djabi. À Lansanaya Barrage, les fidèles musulmans en communion pour la rupture collective en ce moment saint du Ramadan. Un moment de partage, de fraternité et de solidarité. Cette rupture collective est offerte par le mouvement Un pour tous, tous pour un. Antenne Lansanaya. On a organisé une rupture collective pour les fidèles musulmans et les fidèles chrétiens pour bénir notre cher pays, pour bénir le président Mamadi Doumbouya et encore profiter pour faire le baptême de notre antenne, un pour tous, tous pour un, de Lansanaya. L'enjeu de cette rupture collective est de prier pour la paix et la quiétude sociale et accompagner le président de la République, général Mamadi Doumbouya, dans son élan de refondation. Si nous avons commencé par les chefs-lieux de région, nous avons fait les préfectures. Nous sommes aujourd'hui au stade de venir dans les collectivités, au plus proche de la population. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que la plus grande inquiétude aujourd'hui, la plus grande inquiétude de nos autorités, c'est la cohésion sociale, c'est la paix, le vivre ensemble. Au-delà du geste de rompre le gêne ensemble, les membres du mouvement Un pour tous, tous pour un, exhortent les populations à la synergie d'action pour bâtir une Guinée émergente derrière l'homme du 5 septembre. Déjeuner ensemble en apôteuse, en famille, aussi est un symbole d'unicité, de vivre ensemble, comme nous a légué le président champion Mamadi Doumbouya. Il a appelé le peuple de Guinée à la cohésion sociale. Ce geste de bienfaisance sera élargi aux autres communes de la capitale, un signe d'union sacrée, pour renforcer davantage le vivre ensemble. Et puis ce geste humanitaire du général Mamadi Doumbouya en faveur des populations du Bokeh. 1000 sacs de riz et autres vivres leur sont remis pour les soulager en ce mois béni de Dieu, le Ramadan, qui coïncide aussi avec le carême chrétien. Bakary Bambakondé, reportage. Dans la préfecture de Bokeh, la synergie GMD25 et l'Union pour le développement de Bokeh ont procédé à la remise d'un important don de vivres. Il s'agit de 1000 sacs de riz, de l'eau ainsi qu'une enveloppe symbolique offerte par le chef de l'État aux fidèles musulmans et chrétiens de la localité à l'occasion des mois saints du Ramadan et du Carême. Au nom du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour se joindre au gouverneur de région et à tous les sages, nos mamans et nos frères de Kakandé, dans le seul but de leur présenter communément dit le Sunnakati du chef de l'État à la population de Kakandé. Ces denrées seront réparties dans toutes les sous-préfectures musulmanes et chrétiennes de Bokeh sous la supervision du gouvernorat selon les représentants du chef de l'État. Elles vont ainsi soulager les bénéficiaires dans leurs traditions alimentaires en fonction des différentes confessions religieuses. Pendant que les musulmans sont en train de faire le ramadan de l'autre côté, les chrétiens font le jeûne de l'autre côté. C'est une toute première. Donc à l'occasion de cette situation, nous remercions très sincèrement le général d'armée Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est une source d'inspiration pour la population guinéenne. Combien de Guinéens vont s'inspirer pour venir soulager la population?
Je suis encore beaucoup plus heureux par la reconnaissance de la population. En cette période de pénitence, cet acte du président de la République renforce l'adhésion des fidèles musulmans et chrétiens de Kakandé à ces nobles idéaux de développement. Dans le même registre, les employés d'Ecobank Guinée ont exprimé leur solidarité aux femmes détenues en leur apportant un important lot de vivres et non-vivres. Ce geste, bien que symbolique, illustre la volonté de cette banque d'améliorer les conditions de vie de ces femmes en ce mois qui leur est dédié aussi. Aboubakar Ami Kamara, Kerno Younusaba. Journée internationale des droits des femmes, Ecobank Guinée réaffirme son engagement en faveur de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Sous le thème « Un meilleur choix pour accélérer l'action », la banque intensifie ses efforts pour réduire les inégalités et promouvoir la place des femmes au sein de la société. Cette année 2025, nous apportons un peu de réconfort d'une enveloppe de 90 millions de francs guinéens composé de matériel de produits de première nécessité. Nous voulons les encourager à utiliser ce temps de détention comme une opportunité de réflexion, d'apprentissage et de préparation à un avenir meilleur. Ce sont nos sœurs, nos mamans, peut-être même nos enfants, parce que j'ai vu des mineurs qui méritent d'être soutenus, qu'elles comprennent que nous sommes avec elles à travers ces dames qui ont initié ces dons, et qu'elles comprennent aussi que la société ne leur a pas tourné le dos. Après plusieurs actions humanitaires à travers le pays, l'année 2025 marque la remise de ces biens composés d'une tonne de sacs de riz, de bidons d'huile, de lait en poudre, de serviettes hygiéniques, de pagnes, de savon, de draps de lit, de couvertures et bien d'autres articles. Par rapport à ces gestes, je ne fais que manifester mes sentiments de satisfaction, étant le père spirituel de tous ceux qui sont là comme détenus. Alors aujourd'hui, si ces détenus sont satisfaits sur le plan matériel, alors ça rend dans ma satisfaction. Celui qui reste au dehors et pense à la population carcérale a une sensibilité très remontée, a une sensibilité de sagesse. C'est ce que les travailleurs de l'Ecobank ont fait. Tout ce qui rentre dans l'alimentation adéquate figure dans le grand kit. Cet acte de solidarité des employés d'Ecobank Guinée vise à améliorer les conditions de vie des femmes en détention. Un soutien moral qui va donc permettre aux femmes de bénéficier des avantages liés à cette journée. Célébration différée de la Journée internationale des droits de la femme par la SONAP. Cette année, en plus d'un panel axé sur le thème droit, égalité et autonomisation, des prières et bénédictions ont par la même occasion été formulées. Moussa Komara, compte rendu. En Guinée, malgré une égalité des droits devant la loi, force est de constater que l'égalité réelle entre hommes et femmes n'est pas encore atteinte. Pour briser la glace et permettre aux femmes de la Société nationale de pétrole de connaître leurs droits et d'assumer leurs responsabilités, ces éminents panélistes sont conviés pour parler de leur parcours inspirant et du rôle que ces femmes peuvent jouer dans ce secteur stratégique en faisant en sorte qu'elles soient autonomes. Nous sommes venus parler avec elles, partager notre expérience avec elles en matière d'autonomisation, mais également en matière de nécessité pour les femmes d'être plus solidaires les unes avec les autres, d'abord entre elles-mêmes, mais aussi avec les femmes qui n'ont pas eu le privilège d'aller à l'école comme elles. Ce panel axé sur droit, égalité et autonomisation des femmes est fructueux et profitable. Il permet de comprendre le rôle joué par les femmes dans l'indépendance politique de la Guinée, pousser les limites de l'autonomisation face à la loi et aux pratiques coutumières. Être une femme ne devrait pas être un obstacle pour atteindre nos objectifs. Et la formation doit nous permettre de nous focaliser sur nos objectifs. Et pour cela, il faut qu'on se fixe des objectifs, on travaille dur et pour réussir ensemble. Ce sont 34% des effectifs de la SONAP. Et quand vous prenez les statistiques de représentativité,
Vous trouvez qu'en certains endroits, elles sont un peu mieux représentées, mais plus vous montez dans la hiérarchie, la représentativité est faible. C'est noté. Cet événement majeur en lien avec la célébration du 8 mars est doublé de prières collectives et rupture de jeûne pour renforcer l'harmonie et le vivre ensemble dans ce secteur important de l'économie nationale. Le Mosacode intensifie ses actions à travers des séances de lecture du Saint-Coran à Conakry. Il vient d'accompagner les jeunes du quartier Bessia-Port 1 qui ont organisé une prière pour l'unité et la stabilité en Guinée. Parallèlement, les membres du bureau ont pris contact avec des habitants du quartier Tanene 2, commune urbaine de Manéa. Là-bas, ils ont procédé à la validation du bureau fédéral communal. Mamoudou Silla, Kirfa la presse Camara. Dans un premier temps, le Mosacode a pris part à une séance de lecture du Saint-Coran et de prière à Bessia-Port 1, une initiative spirituelle visant à implorer la grâce divine pour la paix et la prospérité de la Guinée. Il a besoin de l'accompagnement de tous les religieux, quiconque maîtrise et comprenne bien le Saint-Coran et la Bible, connaît que nous sommes autorisés de bénir, de prier, d'accompagner et d'obéir l'autorité du président. MGMDC, Mouvement Général Mamadi Doumbouya pour la continuité, avec slogan Daki Moukanama. Depuis la venue du président Général Mamadi Doumbouya, la Guinée a connu un grand changement et qui a au vu et au su de tout le monde. Après cette étape, l'équipe du Mosacode s'est rendue dans le quartier Tanene 2, secteur Soumafili, où elle a fait don d'une tonne de sacs de riz et de t-shirts aux populations locales en signe de solidarité et de soutien. Le président de la République, ces actes qu'ils sont en train de faire actuellement dans notre pays aujourd'hui, là, ça m'a poussé. Nous sommes derrière le général Mamadi Doumbouya, de déjeuner à trouver un point en attendant d'avoir. Sinon, pendant la saison pluvieuse, ça trouve que nous, on n'a pas la route pour passer ici. Nous sommes très satisfaits, très émus. Il nous montre suffisamment que le Mosacode, c'est un mouvement qui est partout en République de Guinée. Après l'invitation faite par l'antenne de Mosacode qui est à Soumafili, le bureau national s'est mobilisé, massivement venu répondre à leur appel. Touchés par ces gestes de générosité, les habitants de Manéa ont exprimé leur gratitude envers la coordinatrice nationale du Mosacode et ont réaffirmé leur engagement à accompagner le CNRD sous la conduite du général-président Mamadi Doumbouya. La place du musulman dans la consolidation de la paix, c'est le thème développé par les islamologues guinéens et congolais lors d'une conférence islamique à Conakry. L'activité s'est déroulée dans la salle de congrès du Palais du Peuple en présence d'éminentes personnalités religieuses. Compte rendu Marwan Kamara. Dans cette salle des congrès du Palais du Peuple se tient une conférence islamique. Elle porte sur le thème « La place du musulman dans la consolidation de la paix ». La conférence débat est animée par les islamologues guinéens et Cheikh Abdul Majid venu du Congo. Cette conférence internationale qui est en sa 6e édition a aujourd'hui pour motif réellement pour la promotion de la paix à travers les érudits du Congo et de la Guinée. Parce que nous avons compris que tout ce que nous faisons dans cette vie, il faudrait réellement que ça se repose sur la paix. La paix, c'est la devise de l'islam même. Et l'islam même veut dire la paix par définition. Donc il me fallait mettre en évidence, n'est-ce pas, les conditions préalables à satisfaire pour parvenir à la paix, la cohabitation pacifique, la cohésion sociale et puis aussi le développement durable. Au cours de cette rencontre, les messages livrés par les conférenciers impressionnent et interpellent les fidèles à adhérer aux principes islamiques qui prônent la paix et la cohésion sociale. L'association des musulmans de Guinée d'avoir pris l'initiative d'inviter ces éminents oulémas, plus particulièrement notre frère et ami Dr Abdul Majid, de venir partager l'esprit et les idéaux de la paix à la République de Guinée. L'initiative est des membres de l'Association musulmane de Guinée.
Elle a pour objectif de promouvoir les valeurs islamiques à travers des conférences, débats et des concours de mémorisation du Saint-Coran. Et pour finir à Conakry, ouverture du laboratoire interdisciplinaire des patrimoines en sciences sociales et du master en gestion et conservation du patrimoine. GESCOP, c'est le fruit d'une collaboration entre l'Université Générale Lansana Conté de Sanfonia et le Centre de recherche et de documentation pour établir des patrimoines en voie de disparition. Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba. Cette cérémonie marque le lancement officiel de l'ouverture du laboratoire interdisciplinaire des patrimoines en sciences sociales et du master en gestion et conservation du patrimoine GESCOP. Un projet co-construit par l'Université Générale Lansana Conté de Sanfonia et le Centre international de recherche et de documentation CIRD. Une initiative qui marque une avancée du gouvernement dans son engagement en faveur de la recherche, de l'innovation et de la préservation du patrimoine culturel et naturel de la Guinée. Je suis vraiment très heureux de savoir que ce programme vient de la co-construction entre deux de nos institutions. Je veux parler de l'Université Générale Lansana Conté de Sanfonia, avec aussi une autre institution qui, depuis plusieurs années, est la seule institution de recherche privée de notre pays. L'événement mobilise autorités, partenaires techniques, enseignants-chercheurs, étudiants et hommes de culture. Une étape cruciale dans la réaffirmation de l'identité guinéenne et de la souveraineté culturelle. Le LIPS et le GESCOP représentent des opportunités précieuses pour former les futurs experts qui œuvreront à la protection et à la valorisation de notre patrimoine culturel. Le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat soutient ces initiatives académiques en encourageant les synergies entre recherche, formation et mise en valeur de notre patrimoine. L'ouverture de ces structures pourrait rétablir certains patrimoines disparus ou en voie de disparition avec leur narratif et préserver ceux qui existent pour le bien des futures générations et de l'humanité toute entière. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Bonsoir.